Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Sur cette vidéo, on va parler de comment avoir une jolie peau grâce à une méthode naturelle qui n'est pas forcément très connue, vous allez voir. Et aujourd'hui, pour en parler, je suis avec Joris, notre spécialiste mondial des intestins. Salut Joris. Ouais. Salut, Donc, dans spécialiste cette mondial. vidéo, effectivement, comme Joris est là, on va parler des intestins. Vous allez voir qu'il y a un lien très fort entre la qualité de la peau et la qualité, on va dire, la santé de vos intestins. Alors d'ailleurs, juste une petite parenthèse, je m'excuse, j'ai un peu la voix cassée aujourd'hui parce que du coup, ce week-end, j'étais en compétition de CrossFit et j'ai encouragé mes camarades pendant 3 jours. Donc, j'ai crié beaucoup, donc j'ai la voix un peu cassée. Je m'en excuse. Voilà, je suis un peu fatigué aussi ce matin. Donc voilà, j'enregistre cette vidéo. Je ne suis pas au top de ma forme, mais c'est pas grave. On est là Mais quand moi, même oui. pour vous apprendre pas mal de choses. Voilà, Joris, qui va être le principal speaker de cette vidéo, lui est en pleine forme. Alors donc Joris, on va donc parler du lien entre l'intestin et la peau. Beaucoup de gens pensent que pour avoir une belle peau, il faut juste mettre des crèmes, éviter certaines substances sur la peau. Et en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. On va voir que la santé de la peau passe par une bonne santé intestinale. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Est-ce que tu peux introduire un peu cette notion? Et qu'est-ce qui fait finalement qu'on a une jolie peau ou une moins jolie peau, on va dire? Bon, déjà, il y a des pathologies un peu sous-jacentes qui, pour moi, sont une manifestation d'un état de santé intestinale ou cutanée déjà de base. Ouais. Mais en réalité, voilà, ces pathologies, voilà, elles sont à l'écran, là, c'est les plus connues, acné, eczéma, psoriasis. Les trois en rouge, c'est vraiment les plus connus, surtout l'acné, évidemment, en Ouais. numéro un, l'eczéma qui touche vraiment énormément de personnes, et le psoriasis qui touche moins de personnes, mais qui est quand même très connu. La rosacée J'irai- aussi, qui est assez connue. voilà. Et la dermite séborrhéique, qui est un peu moins connue, mais qui devrait être plus connue parce qu'en réalité, elle touche plus de personnes qu'on pense. Et donc, en fait, tout ça, c'est des pathologies qui lient l'inflammation, les problèmes intestinaux, donc on va en parler après, les problèmes cutanés qui sont secondaires, en fait, à l'état intestinal. Donc, du coup, c'est intéressant de parler de ça parce qu'en fait, on pense que nos problèmes cutanés, il se trouve, le problème est au niveau du bouton, par exemple, au niveau de la plaque, alors qu'en réalité, il n'est pas du tout là le problème, il est à l'intérieur du corps, en fait. Et c'est pour ça qu'en fait, je pense que les gens qui vont nous écouter vont être pas forcément surpris parce que généralement, je pense qu'ils sont assez éduqués, on va dire, à l'intestin parce qu'ils te suivent. Mais ils vont être surpris de savoir qu'en réalité, quasiment tout se passe pas sur la peau, mais dans l'intestin, en réalité. Ok. Du coup, je voudrais commencer un peu cette vidéo par un petit témoignage personnel assez rapide. Moi, quand j'étais, on va dire, jeune adulte, j'avais pas mal d'acné qui a duré assez longtemps. Et cette acné, en fait, elle est restée, voilà, malgré les traitements que j'avais, notamment j'avais du Roaccutane, etc., pour ceux qui connaissent. Donc, c'est un médicament assez violent sur le corps pour supprimer l'acné. Et en fait, mon acné, effectivement, les médicaments réussissaient à enlever les boutons, on va dire, mais dès que j'arrêtais le Roaccutane, les boutons revenaient. Donc, c'est-à-dire que le problème n'était pas soigné, en fait, on soignait avec les conséquences. Et vraiment, j'ai réussi à soigner mon acné, en fait, du coup, en changeant mon style de vie et principalement mon alimentation. C'est-à-dire, en fait, que c'est lorsque je démarrais l'alimentation paléo que, finalement, mes boutons sont partis tout seuls, en fait, sans rien faire. Et les médicaments, en fait, du coup, n'étaient absolument plus nécessaires puisque les boutons disparaissaient naturellement. Donc, en fait, quand on comprend un peu mieux comment ça marche, on se rend compte que c'est l'alimentation, le style de vie en général et l'alimentation en particulier qui impacte profondément notre peau. Et l'acné, qui est une maladie extrêmement courante, on se rend compte que ce n'est pas du tout une fatalité et que c'est vraiment, vraiment à l'intérieur que le problème se pose et que l'extérieur, donc la partie visible, la peau, c'est finalement une sorte de témoignage, de témoin de ce qui se passe à l'intérieur du corps, quoi, en fait. Du coup, Joris, les maladies que tu as citées là, ce sont des maladies, pareilles, qui sont assez fréquentes. Donc, l'acné, on en parlait à l'instant, l'eczéma aussi. Quelle peut être l'origine sous-jacente quand on lie l'intestin et la peau? Comment on peut lier l'intestin et la peau finalement? Quel est le point commun? Quelle est la relation entre intestin et peau? Alors en fait, je pense que c'est qu'à la base, on a fait une erreur il y a très longtemps quand on a décidé, quand la médecine s'est organisée par spécialité. En réalité, c'est bien d'un côté parce que c'est très compliqué pour une personne de savoir, de connaître toutes les spécialités. Le problème, c'est quand on va voir un dermatologue, en tout cas en France, il y a extrêmement peu de chances qu'il nous parle de la santé des intestins.
Et quand on va voir un gastro-entérologue, donc le spécialiste du tube digestif, il ne va jamais nous parler des problèmes de peau, à part pour certaines pathologies où on va parler de symptômes extra-digestifs. Donc, quand je pense par exemple à la rectocolite hémorragique, on peut avoir des symptômes extra-digestifs. Donc ça, c'est assez bien compris. Mais pour les pathologies les plus communes, comme le psoriasis, l'eczéma et l'acné, jamais, c'est assez très rare. Enfin, moi, ça m'est jamais arrivé. J'ai vu des dermatologues, ça m'est jamais arrivé. Jamais aucun dermatologue m'a parlé de santé intestinale. En réalité, ce qui se passe, c'est assez simple finalement. C'est que on a déjà tout d'abord un microbiote intestinal, donc c'est-à-dire la flore intestinale. On a ça. On a la perméabilité intestinale, c'est-à-dire l'intestin, et plus haut, au niveau de l'estomac, on a un acide chlorhydrique qui est supposé nous prédigérer les aliments. C'est-à-dire que, hop, ça rentre, je vais faire dans l'ordre, ce sera plus simple. Dans l'ordre, ça rentre dans l'estomac, l'acide va tuer les bactéries, en grande partie, sauf une bactérie qui s'appelle l'Helicobacter pylori. Bon, ça, on en parlera pas forcément en détail. Après, ça va dans l'intestin. Le microbiote, il est en place, etc. S'il est bon, tant mieux. S'il n'est pas bon, bah, c'est là que ça peut poser problème. Mais après, on a encore une autre barrière, c'est la muqueuse intestinale. Si celle-ci est bonne, pas de problème. Si celle-ci n'est pas bonne, il y a des problèmes. Et on voit que dans ces pathologies-là, en fait, l'acide chlorhydrique peut être touché, c'est-à-dire on a une hypochloridrie. Le microbiote intestinal est déséquilibré, ça on le voit dans toutes les pathologies cutanées testées. Et la perméabilité intestinale est ou peut être aussi touchée. Et donc en fait, quand on rassemble ces trois facteurs-là, bah, du coup on se retrouve avec des problèmes de peau. Par exemple, pour la rectocolite hémorragique, donc ça touche le côlon et le rectum, c'est une maladie inflammatoire chronique intestinale. 10% des gens qui souffrent de RCH ont des manifestations cutanées. La maladie cœliaque, à chaque crise, on remarque qu'il y a une espèce de crise cutanée, c'est-à-dire qu'on a une éruption au niveau de la peau. Le SIBO, donc une prolifération des bactéries au niveau de l'intestin grêle, est lié très 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 lié à la rosacée, c'est-à-dire que si on soigne le SIBO, 50 à 90% de la rosacée diminue. Alors juste Donc peut-être 90. avant de continuer, pour ceux qui découvrent la chaîne peut-être via cette vidéo, peut-être rappeler deux, trois notions essentielles. Alors tout à l'heure, tu parlais de perméabilité intestinale. Ah oui. On peut rappeler rapidement ce que c'est pour les gens qui ne connaissent pas ou qui ne sont pas forcément hyper familiers avec cette notion. Alors je vais le faire rapidement du coup. Ouais, La vas-y. perméabilité intestinale, du coup, c'est grosso modo le fait que votre intestin, c'est une barrière en fait entre ce que vous mangez. Donc vos aliments arrivent dans l'intestin et certaines choses peuvent normalement sortir de l'intestin, mais on va dire pour faire simple, c'est une barrière en fait. Ce qu'il y a dans votre intestin reste dans votre intestin. Et pour faire simple, en fait, quand votre intestin devient perméable, c'est-à-dire que certaines choses peuvent passer, bah, il y a des bonnes et des mauvaises choses qui peuvent passer. Et quand ce sont des mauvaises choses, bah, en fait, votre système immunitaire va réagir. Pour faire simple, on fait la version ultra express ici, hein, pour simplifier. Votre système immunitaire va réagir pour dire attention, il y a des inconnus, des gens, enfin des molécules pas super cool qui passent de l'autre côté. On va attaquer du coup ces molécules et ça peut emmener des réactions en chaîne. Le fait que par exemple certaines molécules peuvent ressembler à des molécules qu'il y a dans votre corps. L'exemple tout bête par exemple c'est l'insuline bovine par exemple, qui une fois qu'elle est détectée va ressembler comme deux gouttes d'eau à l'insuline humaine et ça peut emmener derrière du diabète, etc. C'est un exemple ici bien sûr, et comme disait Joris, effectivement quand certaines molécules traversent la barrière intestinale, eh bien la peau peut aussi être concernée. Tu parlais aussi de SIBO tout à l'heure. Petit rappel pour les gens qui ne connaissent pas. Le SIBO, donc, c'est la remontée de certaines bactéries qui sont dans le côlon, donc votre gros intestin, qui vont remonter dans votre intestin grêle, donc on va dire le petit intestin pour faire simple, même si c'est le plus long. Et donc, du coup, ce sont des bactéries qui ne sont pas au bon endroit. Voilà. Donc, dans tous les cas, ce sont deux pathologies, on va dire, qui arrivent principalement avec un mauvais style de vie, une mauvaise alimentation. Et comme le disait Joris, du coup, bien, ces dysfonctionnements de votre système intestinal va avoir un impact aussi sur votre peau. Voilà. Petit résumé rapide, hein, mais Ouais. c'était quand même Non, pour ceux mais qui c'est bien. découvrent. Ouais. Ok, oui, donc oui, le SIBO, effectivement, il y a ça. Il y a aussi plusieurs autres types de prolifération bactérienne. On va pas toutes les citer. Il y en a plusieurs. Et en fait, à chaque type, ça peut être bactérien, ça peut être fongique, ça peut être parasitaire. Et en fait, on va dire, chaque espèce va apporter son lot de problèmes au niveau de la peau. Par exemple, pour la dermite séborrhéique,
C'est très, très commun que le médecin nous prescrive des antifongiques, par exemple. Moi, ça avait été le cas. Ça n'avait pas forcément fonctionné. Ça m'avait fait un peu mal à la peau, mais je sais que chez certaines personnes, ça fonctionne. Donc voilà, c'est pas que bactérien. Donc, c'est ce qu'on disait, voilà, dysbiose intestinale, principalement. Intolérance alimentaire, donc c'est un peu ce que je vous expliquais aussi, c'est que l'intolérance alimentaire, finalement, on pense que souvent c'est une fatalité, c'est génétique. Et en fait, non, en fait, l'intolérance alimentaire, on pourrait presque dire que ça s'attrape avec un mauvais style de vie, avec une Mm. alimentation qui n'est pas optimale. Par exemple, une très forte consommation de gluten, justement, on en parlait dans des précédentes vidéos, va augmenter la perméabilité intestinale, et ce qui fait que là aussi, des molécules vont pouvoir passer à travers votre intestin. Ces molécules vont être détectées par votre système immunitaire, et donc ça va emmener une intolérance. Et cette intolérance, du coup, elle n'est pas forcément simple à supprimer parce que votre système immunitaire a une mémoire et elle ne se supprime pas comme ça du jour au lendemain. Donc, perméabilité intestinale, on en parle un instant. Est-ce que tu peux me dire un petit peu rapidement ce que c'est que l'hypochloridrie? Alors, l'hypochloridrie, ça se passe au niveau de l'estomac et c'est tout simple. Donc, comme je disais tout à l'heure, on avait de l'acide qui était sécrété. Cet acide sert en grande partie à prédigérer en fait les aliments, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas rentrer dans l'intestin après sous forme de gros morceaux. Parce qu'une fois qu'on les mâche, ils arrivent dans l'intestin et là, ça doit faire une sorte de bouillie. Et c'est l'acide qui sert à ça. Le souci, c'est que, par exemple, on a constaté que chez 40% des personnes qui avaient de l'acné, il y avait la présence d'hypochloridrie. Donc, ça peut être sans symptômes, c'est-à-dire que ça peut être très faible, ou ça peut être avec des symptômes. Donc, généralement, on a des remontées acides en pensant qu'en fait, on a trop d'acide. En réalité, c'est parce qu'on n'a probablement pas assez d'acide. Ouais, c'est souvent le cas en fait, hein. Les personnes qui pensent avoir des problèmes d'acidité au niveau de l'estomac, c'est souvent paradoxalement un manque d'acidité en fait. Ouais, Et exactement. il y a des correcteurs, enfin des médicaments qui corrigent l'acidité, mais finalement qui ne corrigent pas l'origine du problème en fait. Exact. Ok, donc concrètement en fait, si demain on se dit ok, donc j'ai une maladie de peau, j'ai du mal à la soigner, eczéma, acné, rosacée, et enfin là la liste n'est pas exhaustive, hein, parce que la liste que tu as mis Oui, non. en début de cette vidéo n'est pas du tout exhaustive parce que la maladie de peau, il y en a quand même beaucoup. On n'a pas la prétention de dire que c'est l'intestin qui va pouvoir systématiquement soigner la cause en fait. Ce serait un petit peu ambitieux et peut-être un peu aussi mentir. Mais il ne faut pas se mentir, comme on a dit aussi, qu'il y a des très très fortes relations entre intestin et peau. Et de toute façon, dans tous les cas, même si vous ne réussissez pas à soigner votre problème immédiatement au niveau de la peau, vous allez quand même faire du bien à votre santé parce que beaucoup de gens ont des intestins qui ne sont pas forcément en très bonne santé. Et en soignant l'intestin, vous allez soigner, quoi qu'il arrive, plein de choses dans votre corps. Ça peut être la peau chez certains, ça peut être meilleure digestion, meilleure clarté mentale, ça peut être plein de choses. Donc, commencez par prendre soin de votre intestin. Vous verrez que vous aurez beaucoup d'effets secondaires positifs sur votre peau, mais aussi peut-être sur d'autres choses. Ouais. Donc concrètement, si demain quelqu'un se dit OK, on va donc prendre le taureau par les cornes, j'ai essayé plein de choses, des crèmes, des médicaments, ça ne marche pas. On va donc passer à soigner l'intestin. Par quoi on attaque le problème pour avoir un intestin en bonne santé, Joris? Alors, moi, j'ai mis sur le slide, j'ai mis plusieurs choses. Mais moi, je commence toujours, quand quelqu'un vient me voir et qui a des soucis de peau, par déjà identifier quel est le problème de peau. Si c'est par exemple du psoriasis, je commence toujours par la vitamine D. Parce que la D'accord. vitamine D, et l'eczéma, c'est pareil. La vitamine D, enfin, ça aide énormément dans le traitement de ça. Changement alimentaire et réparation intestinale. C'est-à-dire que je table, on va dire, sur le système immunitaire avec la vitamine D, la réparation de l'intestin avec la L-glutamine, le zinc, et la vitamine D en elle-même et les oméga-3 par exemple. Et je change le microbiote intestinal avec par exemple le protocole AIP qui est vraiment le protocole de... En 2 mots, le protocole AIP, pour ceux qui ne connaissent pas non plus, on peut en Alors, parler. ça s'appelle auto-immune protocole. Donc là, les gens vont se dire, oui, mais moi, j'ai pas de maladie auto-immune, mais c'est pas grave parce qu'en fait, c'est le système immunitaire qui se met en place de toute façon, que ce soit une maladie auto-immune, une allergie. Voilà, c'est le système immunitaire qui se met en place. Et donc, le but, c'est de calmer le système immunitaire en arrêtant de lui donner les outils qui font qu'il soit hyper stimulé tout le temps. En Et le arrêtant de mettre en protocole face AIP, de lui l'ennemi qui combat, en fait, entre guillemets, quoi. exactement. Hmm. Et donc, en fait, le but, c'est de calmer le système immunitaire, de réparer l'intestin et de changer le microbiote intestinal. Et avec ça, généralement, on a des très bons résultats. Ok. Ça ne suffit pas, évidemment, à 100%, parce que même les études, comme je disais tout à l'heure avec la rosacée,
On n'a jamais eu une étude qui nous dit c'est 100% Hmm. efficace, etc. Et dans tous les cas, C'est de toute façon, ça va aider en fait. Ça voilà, va. c'est ça. Même d'ailleurs, en parallèle d'un traitement médicamenteux, hein, si des gens ont des maladies assez sévères au niveau de la peau, enfin, nous, on n'encourage jamais à arrêter un traitement médicamenteux. Ça va toujours être la partie naturelle, on va dire, qui va aider, voire qui peut même emmener une rémission, on va dire, de la maladie. Mm, Et c'est votre médecin qui va dire dans ces cas-là, ah bah là, je vois que les symptômes ont disparu, donc on exact. arrête le traitement. Mais c'est pas vous qui décidez, de toute façon, quoi qu'il arrive, en fait, hein. Ça, c'est hyper important. Mm, mm. Donc, dans la liste des composés que tu nous préconisais, donc, on va faire un petit tour. Donc, L-glutamine, donc, c'est un acide aminé, Ouais, le plus important du corps. Euh, ouais. Et qui mais que répare du coup paradoxalement, en fait, beaucoup de gens, sans dire qu'ils ont des carences, c'est qu'ils n'en consomment pas forcément assez. Et du c'est coup, ça peut ça. amener des problèmes sur l'intestin. Déjà, en plus, c'est un acide aminé qui n'est pas essentiel, donc du coup, on n'en parle pas beaucoup. Mm. Et en plus, au niveau alimentaire, il faut le créer à partir d'autres acides aminés où il peut être dégradé, mais enfin, voilà, c'est compliqué, surtout si quelqu'un a déjà des problèmes intestinaux de base. Le stress, une brûlure, une blessure, une pathologie en général, ça diminue le taux de L-glutamine. Et la L-glutamine, c'est l'acide aminé, donc la nourriture principale des entérocytes, des cellules intestinales. Et s'il en manque, bah, du coup, par conséquent, si on ne donne pas à manger à quelqu'un, au bout d'un moment, il finit par être dénutri et pas fonctionner correctement. Donc les cellules intestinales, c'est pareil. Donc, c'est pour ça qu'en général, on conseille de prendre de la L-glutamine du coup, en complément alimentaire pour avoir des fortes doses, parce que la nourriture, du coup, n'aura jamais, enfin, même, on aura beau manger de la nourriture riche en L-glutamine, on n'aura jamais assez de L-glutamine pour pouvoir avoir des doses, on va dire, qui permettent de guérir, entre guillemets, Ouais. l'intestin, quoi. Donc, dans ces cas-là, il faut des fortes doses en complément alimentaire qui permettent Mm-hmm. justement, comme tu le disais, de vraiment passer en mode, non pas maintenance, mais en mode vraiment traitement, quoi. Ouais, ouais, exactement. Vitamine D, donc on le trouve normalement principalement par le soleil. C'est la vitamine du Ouais. coup qu'on a lorsqu'on s'expose au soleil. Du coup, notre corps crée automatiquement la vitamine D. Mais problème numéro un, c'est que on s'expose pas assez paradoxalement au soleil parce qu'on met souvent des crèmes solaires, on met des vêtements. Enfin, ça c'est normal, vous allez dire, mais on se couvre beaucoup en fait. Et puis surtout en fait à nos latitudes en France, en moyenne en fait, on est quasiment 6 mois de l'année en fait sans avoir une présence suffisante de soleil, sauf les gens qui habitent vraiment dans le sud-sud. Mais sinon, on n'a pas de présence suffisante de soleil. Dans ces cas-là, on conseille vraiment aux gens qui nous suivent de se complémenter en vitamine D. Finalement, les mois en fait où on manque de soleil en fait, quoi. Exactement, exactement. Et puis même pour les personnes qui en souffrent de pathologies cutanées, surtout psoriasis, eczéma, comment dire, même pendant l'été, il faut vérifier ses taux parce qu'il ne faut pas Ah être oui. surdosé, mais elle est quand même efficace. D'ailleurs, j'ai eu une personne qui me disait à l'été, mon eczéma, elle s'en va toujours et l'hiver, elle revient toujours. Et je ne comprends pas pourquoi. Et en fait, c'est la vitamine D. En fait. Et quand elle reprenait la vitamine D l'hiver aussi, bah, du coup, elle pouvait avoir une diminution l'été et l'hiver de son eczéma. Alors, je sais pas s'il y avait une relation de cause à effet du coup, mais c'est pareil pour l'acné en fait. Moi, je sais que quand j'avais de l'acné l'été, ça disparaissait un peu. J'avais moins d'acné lorsque je m'exposais au soleil. Je sais pas s'il y a vraiment une relation directe. Mm. Enfin, sûrement parce que la vitamine D, c'est vraiment, on appelle ça une vitamine, mais en réalité, c'est tellement essentiel que ça devrait couler de source en fait de se supplémenter en vitamine D. Eh oui. On parlait du zinc aussi. Le zinc, très important comme micronutriment. Où est-ce qu'on le trouve dans la nourriture principalement, le zinc, Joris? Alors, on le trouve le plus, c'est dans les huîtres. On peut le trouver pareil dans les crustacés, tous les produits un peu de poisson, etc. Enfin, les produits crustacés. On peut le retrouver dans certaines viandes, dans certaines céréales, mais on verra par la suite que les céréales, il faut éviter. De toute façon, c'est quand on a un souci au niveau de la peau ou au niveau des intestins, je recommande, même si on prend des bonnes sources de zinc alimentaires, je recommande toujours la supplémentation parce qu'à chaque fois, elle s'est montrée efficace dans les études. Donc, Ok. Donc, pour tout ce qui est protocole AIP et traitement du SIBO, on ne parlera pas ici parce que c'est des protocoles qui sont assez longs et complexes. Ce serait trop long de ouais, l'expliquer ici. Donc là, on vous renvoie à nos précédentes vidéos qu'on a fait. On vous mettra d'ailleurs les liens dans la description de la vidéo pour ceux qui veulent voir un petit peu comment on applique le protocole AIP et comment on applique le traitement euh, justement anti-SIBO, on va dire. Les probiotiques, donc ça c'est pour faire simple,
une sorte de coup de boost en fait pour le microbiote Ouais. pour remettre des bactéries qui sont des bonnes bactéries et qui vont permettre de réensemencer votre microbiote pour pouvoir réparer une dysbiose. La dysbiose Mm. étant la modification de l'équilibre au niveau donc, de votre microbiote intestinal, extrêmement important. Donc là, pareil, il y a plusieurs types de probiotiques. C'est un petit peu long d'en parler ici, mais dans tous les cas, quand vraiment le microbiote est impacté, on recommande là aussi de prendre des compléments, des probiotiques sous forme donc, de Ouais. gélules. Et puis, un peu plus facile, les oméga 3. Donc, très, très important. Là, on va en parler un petit peu après pour le côté anti-inflammatoire. Oui. Les oméga 3 sont la base en fait d'une bonne santé globale au-delà de la peau. Tu peux nous en dire deux mots aussi, Joris, là, par rapport aussi le lien par rapport à la qualité de la peau? Les études montrent que les personnes qui prennent trop d'oméga 6, donc qui peuvent se retrouver très facilement, on va dire, dans l'huile de tournesol qui est survendue dans les supermarchés, c'est une huile qui est très utilisée en France pour cuisiner, etc. Et c'est une huile qui est très riche en oméga 6. Au-delà de tous les fast-foods et tous ces problèmes alimentaires où on retrouve trop d'oméga 6, en réalité, ce qu'on voit, c'est qu'on manque d'oméga 3, c'est-à-dire que normalement, ça fait une espèce de balance entre oméga 6 et oméga 3. Quand il y a trop d'oméga 6, il y a trop d'inflammation. Enfin, il y a trop d'oméga 6 qui pourrait permettre l'inflammation. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a trop d'inflammation, effectivement. Quand il n'y a pas assez d'oméga 3, on laisse les oméga 6 passer. Et en fait, ce qu'il faudrait, c'est avoir un équilibre. Donc, il ne faut pas supprimer les oméga 3, il Et faut non. retrouver cet équilibre. Parce que les deux sont essentiels. En fait, l'oméga 6, c'est extrêmement important. Ça reste un acide gras essentiel. Et en fait, ce qu'il faut, c'est en avoir juste en termes d'équilibre, en fait, quoi. On ne demande pas d'en supprimer un Oui, ou voilà. d'en faire que. Le but, c'est d'avoir un équilibre, en fait. Autant d'oméga. Enfin, dans Exactement. le monde idéal, comme l'avaient nos ancêtres il y a des milliers et des milliers d'années, il faudrait avoir quasiment autant d'oméga 6 que d'oméga 3. Aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué d'avoir ce ratio idéal. Oui, Si c'est très déjà, vous compliqué. pouvez avoir un ratio de type 1 pour 3, déjà, on va dire, ce serait déjà pas mal. C'est-à-dire Ouais. un oméga 3 pour 3 oméga 6, déjà, c'est vraiment bien, quoi. Et finalement, quand on y pense, c'est pas très compliqué d'avoir des oméga 3. Enfin, c'est au-delà de la supplémentation, il y a des poissons, il y a certaines noix, il y a des graines qui apportent beaucoup d'oméga 3, comme le chia, le lin. Il y a beaucoup de sources d'oméga 3. C'est juste que c'est pas des sources très connues. On n'en Et parle oui. pas beaucoup. Et le problème, c'est qu'il y a aussi beaucoup, beaucoup de sources d'oméga 6, en fait. Et l'alimentation Oui, moderne, elle est ultra chargée en oméga 6 exactement. et très pauvre en oméga 3, en fait. Donc, c'est ça, en Mm. fait, finalement, notre problème de balance, d'équilibre des oméga 3, oméga 6, c'est lié, en fait, au déséquilibre dans la nourriture qu'on consomme, en fait, quoi. Mm, mm. C'est pas nous qui décidons, entre guillemets, de casser cette balance, c'est parce que la nourriture qu'on mange, elle est de facto déséquilibrée, en fait, en termes d'acides Exactement. gras essentiels, quoi. Exact. Ok, donc ça pareil, pour ceux qui ne savent pas, qui découvrent un peu cette notion d'acide gras essentiel, on vous mettra dans la description des ressources pour vous renseigner, enfin des vidéos qu'on a fait dans le passé qui vous expliquent justement les acides gras essentiels et où trouver des bonnes sources d'oméga 3 parce que c'est vraiment très très important.